Dans Soir d'Info avec vous, Binta Diallo, vous recevez ce soir Maître Abdoulaye Tine. Oui, bien cela, Chérif Diop, merci. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Nous vous recevons avec plaisir ce soir. Merci. Et la dernière info est que le Sénégal va faire face devant la Cour de justice de la CEDEAO. Ce sera le 4 mars prochain. Expliquez-nous les raisons d'abord. Le 4 mars prochain, précisément à 10 h à Abuja, l'État du Sénégal a été cité à comparaître suite au recours que l'Union sociale libérale, le parti politique que je dirige, avait intenté, appuyé en cela par les 40 partis de l'opposition, partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile qui ont estimé effectivement que cette loi n'était ni plus ni moins qu'une loi d'éviction qui était destinée effectivement à éliminer des candidats et qu'il ne respectait pas en ce sens les stipulations, les engagements internationaux du Sénégal, notamment relatifs plutôt au pacte sur les droits civils et politiques. Alors si le Sénégal venait à être débouté par rapport à ce parrainage des citoyens, quelle sera la suite? Parce que le président Macky Sall a déjà été élu. Écoutez, je dois préciser deux choses parce que depuis tout à l'heure, il y a des informations qui me parviennent. Bon, ça tombe bien, je ne suis pas seulement leader d'un parti politique, je suis spécialiste du droit international, matière que je pratique et que j'enseigne. Ce n'est pas la première fois que je suis devant cette juridiction. On a fait condamner la Guinée-Bissau suite à l'assassinat de Nino Vieira. La Cour a condamné effectivement l'État pour atteinte au droit à la vie. Pour répondre directement à votre question, si par extraordinaire ou de manière la plus naturelle, en tout cas, le Sénégal venait d'être condamné, il va de soi que la Cour, encore une fois, le rappelle de manière régulière dans sa jurisprudence. Il n'est pas juge du droit interne des États. Par contre, il est habilité à vérifier est-ce qu'un État a édicté une législation interne conformément à ses engagements internationaux. C'est tout le sens de notre requête. Et si la Cour estime effectivement que cette loi sur le parrainage violait les engagements internationaux du Sénégal, il ne nous appartiendra, nous, de revenir ici au Sénégal et d'en tirer toutes les conséquences des droits. Premièrement, si vous le permettez, c'est d'aller voir le Conseil constitutionnel, qui est le seul organe habilité en matière électorale, le juge des élections, lui présenter une décision supranationale. C'est l'article 79 de la Constitution sénégalaise qui dit de manière très claire que les traités ou accords régulièrement approuvés ou en tout cas régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à la loi. Ça c'est l'article 79 qui institue aussi de la Constitution, qui institue le Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'il faudra forcément réouvrir le dossier de prestation de serment de Macky Sall. Quel est le caractère exécutoire des décisions rendues par cette Cour? Écoutez, le caractère exécutoire déjà de cette décision n'a jamais souffert d'une contestation. Ces dernières années, on a vu l'État du Sénégal qui s'est mis dans une posture à vouloir nier dans les affaires Karim Wade et les affaires Khalifa Sall. Mais cette supranationalité, ce caractère exécutoire résulte effectivement de cette disposition de la Constitution qui dit que lorsque une instance internationale dont on est membre rend une décision, cette décision a une autorité supérieure. Est-ce que dans l'affaire Karim Wade, l'État du Sénégal avait appliqué? Alors, il y a des choses qui changent par rapport à l'affaire Karim Wade. D'abord, le destinataire. Encore une fois, c'est pas Macky Sall. Nous n'irons pas voir Macky Sall au palais et lui dire est-ce qu'il a accepté ou pas d'écourter son mandat. On va faire un vrai travail juridique. On va retourner devant le Conseil constitutionnel. Les juges du Conseil constitutionnel n'ont jamais mis en doute la supranationalité. D'ailleurs, je vous donne un exemple. En 1993, pour que le Sénégal puisse ratifier le traité de l'OHADA qui instituait l'harmonisation du droit des affaires, il a fallu effectivement que le Conseil constitutionnel demande à la Constitution, au constituant sénégalais, c'est-à-dire à l'État du Sénégal, de modifier parce que ça impliquait un abandon de souveraineté. Mais est-ce que, maître, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps quand on sait que le Sénégal n'a jamais quand même appliqué les décisions émanant de ces juridictions supranationales au nom d'une souveraineté juridique nationale? Non, écoutez, on ne perd pas notre temps. Moi, je ne vois pas, je vous dis, c'est mon opinion, ma conviction personnelle, c'est que je ne vois pas des juges constitutionnels remettre en doute le caractère exécutoire
d'un organe supranational. D'autant plus que le propre jurisprudence, de manière constante et régulière, a toujours rappelé avec force la supranationale. Je vous précise, avant de vous, voilà, donc de venir à votre question, si vous le permettez, que ce qui démontre d'ailleurs que l'État du Sénégal n'est pas cohérent dans ses positions, c'est qu'il y a un mois, on a voulu quand même faire croire aux transporteurs qu'il y avait une simple directive de l'UMOA qui obligeait l'État à poser les camions. Alors, maître, je reste dans la même veine que Binta. Aujourd'hui, quels sont les outils dont dispose la CEDEAO pour amener l'État du Sénégal à appliquer cette décision qui serait rendue par la Cour? Alors, je précise encore une nouvelle fois qu'il n'appartient pas à la CEDEAO de dire est-ce qu'il faut arrêter le mandat de Macky Sall. Ça, je vous le précise. Il va nous dire que, écoutez, cette loi viole le droit international, le Sénégal a eu tort. Il nous appartient, nous, d'en tirer les conséquences. Vous parlez de la loi sur le parrainage. La loi sur le parrainage. Alors, première chose, pour répondre à votre question, si vous le permettez, c'est qu'on ira voir le juge du Conseil constitutionnel pour ouvrir le dossier de prestation de serment. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, il va falloir considérer que Macky Sall n'est pas dûment élu. On ne va pas le laisser à la tête de l'État nous signer des actes non nuls et non avenus. Il va falloir en quoi cette loi viole les droits civils et politiques des Sénégalais et des formations politiques? Écoutez, c'est tout le sens de notre recours. Nous l'avons dit pendant tout le processus de vote de la loi. Premièrement, déjà, c'est une loi qui ne garantit pas la sécurité juridique. C'est-à-dire, il y a un principe élémentaire en droit, c'est que la loi doit être précise, les solutions doivent être prévisibles. Et jusqu'au jour du contrôle, le Conseil constitutionnel même ne savait pas quelles étaient les modalités d'application. Mais il y avait un consensus. Non, il n'y a pas de consensus. Mais les formations politiques qui avaient décidé de compétir étaient d'accord sur le principe. Je vous explique. Le Conseil constitutionnel, vous savez, on dit en droit que l'âme de la démocratie, c'est le contrôle. Le Conseil constitutionnel devait contrôler quoi? Des signatures. Alors, je vous donne un exemple. Pour un bon nombre de ces citoyens sénégalais, déjà, ils n'ont pas de signature stable. Un. Deux, c'est qu'il y a des Sénégalais qui, même sur leur pièce d'identité, c'est marqué « ne s'est pas signé ». Si tant est que les mots puissent avoir un sens et une signification, comment peut-on raisonnablement admettre qu'on a vérifié quelque chose qui n'existe pas? J'attends de voir. Là, vous pointez du doigt un système à parfaire, qui est perfectible, que l'on doit réformer. Et le président de la République lui-même, après son élection, reconnaît qu'il y a un besoin aujourd'hui de remettre ça sur la table et d'en discuter. Et c'est ça qui vaut aujourd'hui l'existence de l'instauration de ce dialogue national-là, pour justement parfaire ce système. Donc pourquoi vouloir partir jusqu'à la CEDEAO, pourquoi pas régler ça au niveau du dialogue national? Merci Djibril. Vous avez bien fait de préciser qu'après avoir été élu, il admet qu'il n'est plus dans une logique de manipulation. C'est ce qui est condamnable et intolérable au Sénégal. C'est tout le sens de notre démarche, de notre engagement. Nous dirons jusqu'au bout de ce processus. Vous êtes au niveau du dialogue politique? Non, je vous explique. Le dialogue politique, c'est pas parce que vous avez violé la légalité. Est-ce que vous y êtes? Moi, je n'y suis plus. J'y étais à l'ouverture. Vu comme ça se passe, j'y crois pas. On a arrêté notre participation depuis de longue temps. Maître, la décision, quelle que soit la décision qui va résulter de cette saisine au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, vous allez porter cette décision au niveau du Conseil constitutionnel du Sénégal, tout en sachant que ce Conseil quand même a habitué les Sénégalais à ces incompétences répétées. Écoutez, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Comme je vous ai dit, Macky Sall, nous persistons à croire qu'il a eu tort de faire voter cette législation. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas été donc jusqu'au bout de mon raisonnement, parce que c'était une loi qui viole la sécurité juridique. On n'avait pas la prévisibilité des solutions, mais encore mieux, c'est qu'on nous dit que vous êtes 300 partis politiques au Sénégal qui ont un statut. Et on vous dit que chacun doit avoir au moins 69 000 parrainages d'une certaine manière. Ce qui veut dire que la réserve s'épuisait au bout de 100
candidature d'une certaine manière. Ce qui veut dire que c'était quelque chose de discriminatoire parce que le pluralisme, il est intégral ou ne l'est pas. Donc ça, c'est des dysfonctionnements, en plus du fait effectivement... Et que faites-vous du consensus, Maître Tine? Mais écoutez... Tous les gens, toutes les formations qui ont accepté de compétir, vraiment, qui sont partis... Est-ce que vous aviez, en tant que parti politique, en tant que formation politique, est-ce que vous étiez parti chercher ces parrainages? On est parti chercher les parrainages. Mais justement, donc c'est le consensus. L'une aussi des règles de la démocratie, c'est le consensus. Je fais partie des 27 personnes. Oui. Des 27 personnes. Oui. Qui ont déposé donc, le dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Oui. Après, vous avez entendu parler du C25. Oui. Vous vous êtes demandé où est le C1 parce qu'on était 27 candidats. Moi, j'ai arrêté le processus. Okay. Je ne croyais plus en cela parce que j'étais convaincu que les gens allaient vous rejeter vos candidatures et ensuite ils vont chercher des motivations à servir. Le président lui-même a reconnu que c'était une erreur, mais ce n'est pas seulement le président. Les associations de la société civile ont fait une conférence de presse de manière diplomatique pour pointer des imperfections, mais encore mieux, l'Union européenne, qui est connue quand même pour son expertise en matière d'observation électorale, a dit que cette loi n'était pas conforme. Nous n'allons pas nous éterniser. Nous n'allons pas nous éterniser sur cette question de parrainage en attendant que la Cour se prononce sur votre requête. Il y a d'abord aussi l'actualité sur la renégociation du contrat Eiffage Sénégal sur l'autoroute à péage. En tant qu'ex-praticien du droit, qu'en pensez-vous? Est-ce possible? Écoutez, en tant que praticien du droit, mais en tant qu'usager tout simplement, je pense effectivement qu'une renégociation de ce contrat, comme bon nombre de contrats de concession, s'impose. Il s'impose pour deux choses. D'abord, pour l'intérêt des usagers, une renégociation permettra de faire baisser le coût. Deuxièmement, on a concédé un service public quand même. Ce n'est pas la première fois que des situations pareilles se posent. En 2004, vous me parlez de Eiffage, une multinationale française. La première concession renégociée, c'était des partenariats publics-privés, c'était à Besançon, donc le péage, en 2004. Et effectivement, parce qu'il y a eu un changement de circonstances, même en l'absence de clause de renégociation, je le précise, quand même, on est en matière de concession, c'est-à-dire la puissance publique concède à un privé. Ce qui veut dire que s'il y a un changement de circonstances ou que l'environnement extérieur change, il a la possibilité d'appeler le co-contractant et il a aussi des prérogatives exorbitantes du droit public, c'est-à-dire en temps normal, vous ne pouvez pas donc renégocier un contrat si l'autre accepte, sauf si c'est un contrat de service. Mais est-ce que l'État est tenu de renégocier? Est-ce que l'État aussi ne peut pas, je ne sais pas, lancer un autre appel d'offres et tout simplement rompre le contrat avec Eiffage? Non, c'est pour ça que je dis que la renégociation, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Si Eiffage veut continuer à avoir le marché, il va devoir accepter de renégocier. Renégocier pour durer dans la concession. Ou sinon, effectivement, avec le coût, il va de soi que il faut effectivement que l'État prenne ses responsabilités. Certes, effectivement, quand on enseigne ces matières, on met en garde, en tout cas, notre public, les étudiants, sur le fait que certains pouvoirs ont une tentation pour des raisons électoralistes. En tout cas, j'ose espérer que tel n'est pas le cas de vouloir renégocier des contrats. J'ose espérer que, en tout cas, face à Eiffage, l'État mettra des arguments de fait et de droit. Et par rapport à ces enjeux économiques, pourquoi on n'entend pas les politiques porter ce combat hors du pays? Pourquoi, par exemple, pourquoi pas un tel dossier au niveau de la CEDEAO ou bien ailleurs? Mais parce que le plus souvent, quand vous vous rendez dans ce dossier déjà, c'est un dossier économique. C'est entre l'État du Sénégal et une personne privée qui est protégée par la législation des affaires. Mais qui aussi une législation internationale aussi. Non, mais qui est précis. Il y a le mécanisme de règlement des différends en matière d'investissement de la Banque mondiale. Donc on ne peut pas comme ça non plus insécuriser. Parce que n'oubliez pas une chose quand même. Le concessionnaire, il investit massivement parce que c'est des contrats un peu atypiques. On les appelle des contrats de mission globale. Ça veut dire qu'on vous demande de faire le montage financier, de construire, d'exploiter
et aussi régulièrement d'entretenir les services connexes. Même une voiture qui tombe en panne, vous êtes obligé de l'enlever. Il faut reconnaître quand même que, quoi qu'il en soit, l'investisseur a un mérite. Mais il ne faut pas que ce soit déséquilibré, il faut que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Binta, juste une question par rapport toujours au parrainage. On va vers les élections locales. Oui. La date n'a pas été encore retenue. Est-ce que le parrainage sera reconduit? Et si tel est le cas, quelle sera votre posture? Écoutez, nous on est légaliste, comme je l'ai dit. Macky Sall a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Nous l'avons accepté en tant que président de la République. Nous avons attendu quasiment 10 mois pour que la Cour de justice de la CEDEAO nous convoque. On aurait voulu qu'il nous convoque bien avant l'élection, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quand on ira là-bas, comme je vous ai dit, si la CEDEAO donc effectivement estime que si Macky Sall, la loi qui a fait de lui un président de la République n'était pas justifiée. En tout cas, ce parrainage est en train d'être discuté au sein du dialogue politique. L'autre aspect de l'actualité, c'est la sortie de l'ambassadeur du Sénégal, de la France au Sénégal, qui a tout de suite été qualifié d'ingérence par rapport au TR. On a tout de suite aussi parlé de protestation diplomatique. Est-ce que la protestation devait venir du ministre des Transports ou du ministre des Affaires étrangères? Écoutez, bon, ça appartient au gouvernement de voir comment ils organisent leur réaction. Moi, à leur place, je n'aurais pas réagi de la sorte. Par contre, effectivement, je comprends. Vous auriez réagi comment? Écoutez, j'aurais réagi de manière responsable. Ce que le ministre des Transports a fait n'était pas responsable. À mon sens, il faut aller plus loin. Moi, j'ai en mémoire la catastrophe du Diola. Oui. Là, quand même, on va prendre un train, dernière génération, qui va traverser des kilomètres et des kilomètres avec des agglomérations. Là, aujourd'hui, il n'y a même pas de passerelle pour toutes les localités qui seront traversées. C'est des lignes haute tension avec de l'électricité. Deuxièmement, l'ambassadeur de France, à mon avis, il a le droit de se prononcer tel qu'il s'est prononcé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas une société indienne ou chinoise qui vend, c'est Alstom, c'est une compagnie publique. L'ambassadeur a le rôle de représentant ici, le rôle de négoce, mais aussi il doit collecter pour la portion centrale toutes les informations au regard du contexte pour les mettre en garde. Donc, en résumé, ils ont voulu se désolidariser de cette campagne qui n'est pas mue par des impératifs de sécurité, mais plutôt de volonté électoraliste. Ils veulent dire que nous, on a une obligation de sécurité et que nous n'allons pas suivre le tempo des politiciens. Nous allons mettre le train en marche quand les conditions de sécurité, d'opérationnalité. Et ça, ce n'est pas une affaire de politique. Ce n'est fait ni pour des politiques, ni par des politiques. Ça doit être un débat d'experts. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec l'ambassadeur de France, parce que quand même il s'agit de notre pays, c'est que peut-être tout cela aurait pu être transmis à l'État du Sénégal à travers une note confidentielle et pas à travers les médias. Peut-être on peut s'interroger. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a un peu désavoué la version officielle des en tant autorités. qu'observateur et expert des relations internationales, vous avez certainement dû constater cette immixtion de la France qui revient souvent dans nos affaires intérieures. Qu'est-ce qu'il explique? C'est parce que les autorités ne tapent pas trop fort, peut-être? Non, mais comme je vous ai dit, vous savez, les relations internationales, ne vous trompez pas. C'est une question de rapport de force, d'une certaine manière. Tout dépend effectivement de la manière, de la posture. Oui. Comme on dit en Wolof, premièrement, est-ce qu'on était obligé, d'aller déjà chercher un train? Est-ce que c'était dans nos priorités? Est-ce qu'on a à s'impatienter pour que ça roule? Quel est le besoin vital? Par contre, aujourd'hui, il y a des malades à l'hôpital Fon, il y a des malades à l'hôpital de Dantec qui ont besoin urgemment. Oui. Je reconnais la même réalité. C'est quand même terminé très rapidement. Oui, toujours par rapport à l'ambassadeur, il a aussi évoqué le cas de Guy Marius Sagna. Vous avez défendu Adama Gaye. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de la situation de Guy Marius Sagna? Écoutez, qui va faire 75 jours aujourd'hui. Voilà. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas à l'ambassadeur de France de nous dire
comment la société civile doit s'organiser et protester. On est dans une république qui a les mêmes lois et règlements que la France. La liberté d'expression est garantie. Aussi bien ici, on a des mouvements. Moi, je ne dis pas que je soutiens ou je partage leur combat, mais je comprends leur logique de combat de la même manière qu'il y a des gens aussi qui sont en France, qui sont du Front National, qui veulent faire partir tous les étrangers. Mais c'est ça la démocratie. Voilà. Je suis prêt à vous laisser dire, à mourir pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire, même si je ne suis pas d'accord avec vous. Merci beaucoup, Maître Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris. Merci également à Pape Djibril Fall de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci également à vous d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.